sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. J'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. La France s'enfonce encore plus dans sa crise politique avec le déclenchement par le Premier ministre du 49.3 pour faire passer en force le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Dans la foulée, la gauche a annoncé déposer une motion de censure pour renverser le gouvernement. Alors, que va-t-il se passer désormais? Quelles ont été les dernières négociations? Et quel est le rôle du Rassemblement national dans tout ça? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. Je prends le relais car Hugo est en tournage aujourd'hui. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. C'était attendu, mais c'est donc désormais officiel. Le Premier ministre Michel Barnier a déclenché l'article 49.3 de la Constitution, donc la norme suprême en France, pour faire passer de force, donc sans le vote des députés, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. En faisant ça, Michel Barnier engage donc la responsabilité de son gouvernement sur le texte. Bon, avant de rentrer dans les détails de ce que ça signifie et surtout de l'avenir de Michel Barnier, commençons par le commencement. De quel texte parle-t-on ici? Bon, déjà, il faut bien comprendre qu'il y a deux textes différents qui font débat actuellement. Le premier, c'est donc le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ou PLFSS, qui était examiné ce lundi à l'Assemblée nationale après un compromis entre une commission de sénateurs et députés. Mais il y a aussi un autre texte, le projet de la loi de finances, ou PLF, qui est actuellement examiné au Sénat, et ce jusqu'au 12 décembre. Le premier texte, donc le PLFSS, a pour but de maîtriser les dépenses sociales, de santé et les recettes de la sécurité sociale. Sa préparation, elle relève de la compétence du gouvernement. Et le deuxième texte, donc le projet de la loi de finances, fixe le budget de l'État pour l'année à venir, donc les dépenses et les recettes. Ce sont des textes absolument majeurs car ils définissent et structurent les priorités économiques, sociales et budgétaires de l'État pour l'année. Maintenant qu'on sait ça, revenons à ce qui s'est passé aujourd'hui. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale était examiné à partir de 15h dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et faute de majorité de députés, le Premier ministre Michel Barnier est arrivé dans l'hémicycle et a donc déclenché le 49.3 pour faire passer le texte en force. Suite à ça, Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, a annoncé qu'elle déposerait une motion de censure qui permet, si elle est votée à la majorité, de renverser le gouvernement et donc de le forcer à démissionner. Or, la gauche, donc les députés du Nouveau Front Populaire, n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Il lui faut donc l'appui d'autres députés et en l'occurrence ici l'appui de l'extrême droite. Eh bien, le Rassemblement national a annoncé qu'il voterait cette motion de censure tout en précisant qu'il déposerait aussi sa propre motion de censure. En fait, ces derniers jours, tous les regards étaient tournés vers le parti qui exigeait de nouvelles concessions du gouvernement sur le budget de la sécurité sociale. Le gouvernement avait déjà accepté deux demandes du Rassemblement national. La première, c'était la baisse du budget de l'aide médicale d'État, qui permet aux étrangers en situation irrégulière d'avoir accès à certains soins de santé. Et la deuxième, c'était une augmentation des taxes sur les transactions financières à hauteur de 1,3 milliard d'euros. Ce dimanche, Marine Le Pen avait déclaré qu'elle considérait que le gouvernement avait mis fin à la discussion sur d'éventuelles modifications du texte. Mais revirement de situation ce lundi matin, on a appris non seulement que Michel Barnier et Marine Le Pen s'étaient appelés, mais surtout que le gouvernement accédait à une nouvelle demande du RN, l'annulation du déremboursement des médicaments en 2025 à hauteur d'un peu plus d'1 milliard d'euros. Je vais pas rentrer dans les détails, mais pour faire simple, le mois dernier, le gouvernement avait déclaré que la part remboursée par l'assurance maladie pour les médicaments allait baisser et que donc les patients allaient devoir plus payer. Cette mesure était censée limiter la facture des dépenses de santé, mais donc sous pression, notamment du Rassemblement national, le gouvernement a fait machine arrière ce lundi. Suite à cette dernière concession, on se demandait donc si le RN allait oui ou non voter une possible motion de censure. Eh bien, Marine Le Pen, dans la foulée, a demandé au gouvernement de renoncer à la désindexation des retraites. En gros, le gouvernement veut que l'augmentation des pensions de retraite ne soit plus alignée sur la hausse des prix au 1er janvier, et donc le RN ne veut pas de ça. Pour l'instant, le gouvernement n'est pas revenu sur ce sujet. Alors cette concession du gouvernement sur le déremboursement des médicaments a suscité pas mal de critiques. La chef des écologistes, Marine Tondelier, a affirmé que Michel Barnier s'est senti obligé de passer la brosse à reluire à Marine Le Pen. De son côté, le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, a dénoncé un pas de deux entre Michel Barnier et Marine Le Pen. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, quelles sont les prochaines étapes? Eh bien déjà, la motion de censure pourrait être votée dès ce mercredi, et je vous le disais, il y a de fortes chances qu'elle soit adoptée, et donc que le gouvernement de Michel Barnier soit renversé. Emmanuel Macron devrait donc a priori nommer un nouveau Premier ministre, qui devra à son tour nommer un
un nouveau gouvernement. La question est désormais de savoir si Michel Barnier va se plier d'ici mercredi à la dernière demande du Rassemblement national dont je vous parlais juste avant, auquel cas le parti ne voterait pas la motion de censure. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le sort de Michel Barnier ne tient qu'à un fil. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus et je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous, on commence avec cette actu. En Nouvelle-Calédonie, un territoire français d'outre-mer situé dans le Pacifique, le couvre-feu mis en place il y a plus de 6 mois a été levé ce lundi. Ce couvre-feu était entré en vigueur le 14 mai dernier, d'abord de 18h à 6h du matin, puis il avait été allégé ces derniers jours de minuit à 5h du matin. L'objectif affiché, c'était notamment de limiter les violences causées par les mobilisations contre une réforme du corps électoral sur l'archipel, et ces émeutes ont causé la mort de 10 personnes, fait plus de 3000 blessés et plus de 2,2 milliards d'euros de dégâts selon les estimations. D'après le communiqué, malgré, je cite, certaines exactions dans des secteurs sensibles, l'ordre public a pu être rétabli et un retour à la vie normale est amorcé. L'interdiction du port, du transport et de l'utilisation d'armes à feu a également été levée. Deuxième actu, l'Allemagne va livrer une nouvelle aide militaire de 650 millions d'euros à l'Ukraine. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le chancelier allemand Olaf Scholz alors qu'il était en visite surprise à Kiev, la capitale de l'Ukraine. Cette visite intervient alors que les troupes russes engagées en Ukraine ont avancé de 725 km² dans le courant du mois de novembre 2024. C'est leur plus grosse progression en un mois depuis mars 2022. En tout cas, selon Olaf Scholz, actuellement en campagne pour sa réélection, l'Allemagne restera, je cite, le principal soutien de l'Ukraine en Europe. L'Allemagne est aujourd'hui le deuxième plus grand soutien de l'Ukraine après les États-Unis. En 2024, le soutien militaire allemand à l'Ukraine s'est élevé à plus de 7 milliards d'euros contre un peu plus de 2 milliards d'euros de soutien militaire envoyé par la France. Et à noter que parallèlement à ça, le président russe Vladimir Poutine a approuvé ce dimanche un budget militaire record. Dans le détail, le budget pour 2025 de la Russie alloue environ 137 milliards de dollars à la défense nationale, soit 32,5% des dépenses publiques en 2025 contre 28,3% pour l'année 2024. Troisième actu, le président américain sortant Joe Biden a gracié son fils Hunter Biden ce dimanche, un peu moins de 2 mois avant son départ de la Maison Blanche. En fait, la grâce présidentielle permet au président d'annuler l'exécution de la peine d'une personne condamnée. Là, en l'occurrence, il s'agit donc de son fils Hunter Biden, 54 ans, qui avait plaidé coupable de fraude fiscale, ce qui lui avait évité un procès et qui était dans l'attente de sa peine. Il risquait jusqu'à 17 ans de prison pour fraude fiscale, mais aussi 25 ans de prison pour détention illégale d'armes à feu. Selon Joe Biden, il s'agissait d'une erreur judiciaire et il estime que son fils a été pointé du doigt uniquement parce qu'il s'agissait de son fils. Et ce qui est assez étonnant, c'est que Joe Biden et la Maison Blanche avaient affirmé de nombreuses fois que le président n'utiliserait pas la grâce présidentielle sur son fils. De son côté, le futur président Donald Trump a réagi en qualifiant cette annonce, je cite, de véritable abus et de déni de justice. Il a par ailleurs demandé ironiquement si la grâce incluait ses partisans qui ont attaqué le Capitole le 6 janvier 2021, des partisans qu'il a promis de gracier quand il serait de retour au pouvoir. Quatrième actu, les 170 États membres du programme des Nations Unies sur l'environnement n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un traité sur la pollution plastique, ce qui a mené à un échec des négociations. La dernière session de négociation, qui devait avoir lieu ce dimanche à Busan en Corée du Sud, avait pour but de trouver un accord pour créer le premier traité juridiquement contraignant censé éradiquer la pollution plastique dans le monde. Alors c'est assez dense comme sujet, mais pour vous expliquer rapidement, les négociations ont échoué puisque deux camps s'affrontent. D'un côté, on a un groupe majoritaire d'une centaine de pays dont fait partie l'Union européenne qui pousse à réduire directement la production de produits en lien avec le pétrole, et notamment les produits plastiques. Et de l'autre côté, on a la Russie, l'Arabie Saoudite ou l'Inde par exemple, des pays producteurs de pétrole qui ne veulent pas d'une limitation de la production. Ils estiment notamment que la pollution ne commence que lorsque le plastique est devenu un déchet. En tout cas, le chef de la délégation du Panama a dénoncé, je cite, une trahison mondiale et que chaque jour de retard est un jour contre l'humanité. Les négociations devraient reprendre en 2025. Cinquième actu, un Français sur 3 a peur de ne pas pouvoir offrir beaucoup de cadeaux à Noël, voire pas du tout, selon le baromètre annuel de l'association Don Solidaire en partenariat avec l'IFOP révélé ce lundi. Il faut savoir que les Français prévoient de dépenser cette année 390 € en moyenne pour les cadeaux de Noël. Toujours selon ce baromètre, 54% des foyers estiment ne pas pouvoir offrir les cadeaux souhaités à leurs enfants. Et l'étude nous apprend aussi que plus de la moitié des familles monoparentales, donc avec un seul parent, déclarent faire face à des difficultés financières régulières. C'est presque le double de la moyenne nationale. En tout cas, si vous êtes dans cette situation, il existe plusieurs aides pour couvrir les achats de Noël, comme la prime de Noël, des aides des collectivités locales ou encore des sites solidaires qui proposent des collectes de jouets neufs ou d'occasion pour les redistribuer. Et on termine avec cette bonne nouvelle, le créateur de contenu Arcunir a permis de battre le record européen de dons du sang avec plus de 4000 dons réalisés en seulement 4 jours à Paris. Alors malgré ce record, il est important de noter que l'établissement français du sang estime aujourd'hui que 10 000 dons sont nécessaires par jour pour couvrir les besoins en sang. Cela dit, le positif c'est que cette collecte devrait permettre de sauver jusqu'à 12 000 vies et pourrait aussi permettre de renouveler la population des donneurs qui est assez âgée et qui risque donc de ne plus pouvoir donner pour des raisons de santé ou de limite d'âge. A noter que le nombre de donneurs de moins de 30 ans s'élève à environ 30% selon l'établissement français du sang et qu'en France, seulement 3% de la population donne son sang au moins une fois par an. Merci Samy, on termine avec un petit point culture générale
général, c'est le flashback du jour et aujourd'hui on remonte assez loin. Il y a 220 ans, le 2 décembre 1804, Napoléon Bonaparte était sacré empereur des Français par le pape Pie VII à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cet événement est majeur car il symbolise le début du Premier Empire en France qui a été instauré donc après la Première République. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir écouté ces actus du jour. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt.